Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change d'univers puisque la chaîne traite de toute la bande dessinée et on poursuit notre aventure dans son histoire. Histoire que j'avais déjà traitée sommairement dans l'une des premières vidéos de la chaîne, que vous pouvez voir avant celle-ci. Cette fois-ci, je vais vous présenter en version accélérée l'arrivée des comics en France et plus précisément des super-héros américains. Alors attention, on va remonter au début du siècle dernier et il y a beaucoup d'images de très mauvaise qualité. Mais c'est très difficile pour moi d'en trouver d'autres, je m'en excuse par avance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous rappeler très brièvement les origines du comics aux États-Unis. C'est parti. Il faut savoir qu'en réalité on parle de comic books, c'est de la bande dessinée, mais pour nous français, comics ou comic book vise la BD américaine que l'on voit surtout au travers des super-héros alors qu'elle est bien plus que cela. Néanmoins, j'insiste sur le fait que c'est sous l'angle des porteurs de slip par-dessus le pantalon que je traiterai le sujet. Le terme de comics vient en réalité de comics strips, c'est-à-dire de toutes petites BD de quelques cases que l'on retrouvait dans la presse et prenant la forme d'un bandeau, un strip. Et comme le ton est humoristique, on y a collé le terme comic. La première BD officielle s'appelle Hogan's Alley en 1894. Elle est créée par Richard Felton Outcault et met en scène The Yellow Kid. Progressivement, elle se développe et d'autres œuvres apparaissent comme The Katzenjammer Kids que beaucoup ont découvert dans le journal de Mickey sous le nom de Pim Pam Poum. C'est le succès, ça marche très bien, les lecteurs en veulent toujours plus, ça évolue. Et puis dans les années 30, ça explose et très vite, ces petites bandes dessinées sortent de leur cadre journalistique pour se transformer en magazines dédiés, les comic books. C'est à ce moment-là que va naître l'âge d'or des comics avec l'apparition d'Action Comics par DC Comics en 1938 et l'arrivée d'un certain Superman créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Cet âge prendra fin avec la publication d'un livre du psychiatre Frederick Wertham, extrêmement virulent contre le comics, et les accusant de toute la débauche américaine possible. Comme quoi les vieux réacs qui n'y comprenaient rien, il n'y en avait pas qu'en France. Bref, l'industrie réagit et publie le Comic Code qui a pour objectif d'organiser la censure. Les livres d'horreur disparaissent, mais les super-héros demeurent, même s'ils déclinent un peu. Arrive ensuite le Silver Age qu'on estime démarrer à la naissance de Flash, version Barry Allen. Encore un héros de DC Comics, tout ça en 1956. Mais c'est surtout avec Timely Comics, plus connu ensuite sous le nom de Marvel Comics, que l'industrie va véritablement s'envoler. Avec Marvel, les comics deviennent plus réalistes et c'est un carton. Le Bronze Age prendra ensuite le relais dans les années 70. Certains auteurs prennent la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man comme le point symbolique car il s'agit de la première vraie mort marquante d'un personnage majeur, comprenez sans résurrection derrière, inscrivant définitivement le comics dans la dure réalité de la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans l'âge moderne. Certains spécialistes estiment que le point de départ se situe au milieu des années 80 et le reboot de l'univers DC Comics avec le crossover excellentissime Crisis on Infinite Earths de Marv Wolfman et dessiné par l'excellent regretté George Pérez. Mais je préfère me raccrocher à la thèse de l'excellent comics blog qui reprend plutôt l'année 1992, et notamment la naissance d'Image Comics fondée par 7 stars du monde de la BD américaine, en opposition aux deux grands éditeurs pour des questions logiques de royalties. Cette action a eu des répercussions énormissimes sur l'industrie, mais revenons à l'arrivée des super-héros en France. La diffusion des aventures des super-héros répond à une logique de droit et d'argent. Il faut un potentiel commercial et une gestion des droits. Et il s'avère que plusieurs maisons d'édition se sont partagées les dits droits et très sincèrement, nos grands-parents ont quand même connu un immense chantier avant que tout cela s'organise. Et cela a mis des décennies, la censure n'ayant pas aidé en plus. Je vous avoue que c'est pas facile de tout remettre dans l'ordre, mais je vais quand même essayer. Alors beaucoup partent du principe que le premier super-héros américain est Superman. Mais en réalité, avant 1938, il y en avait d'autres, hein. Peut-être pas super, mais il y a eu de très grands héros populaires comme le Fantôme du Bengale ou encore Flash Gordon alias Guy l'Éclair et Mandrake. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur Ken le Survivant et l'adaptation française des noms, et ben le Bengale est encore une fois le résultat d'une mauvaise adaptation française. En fait, l'histoire se déroule en Afrique, dans un pays fictif appelé Bengala, et l'édition française a localisé cela au Bengale, voilà, en Inde. Parfait, comme d'habitude. C'est donc au milieu des années 30 que ce joli petit monde va naître puis arriver en France au travers de plusieurs maisons d'édition. Au début, les super-héros américains n'ont pas vraiment leur propre magazine, hein, ils sont mélangés à d'autres, des Français, des Belges, des Italiens. D'ailleurs, il y a une forte origine italienne dans nos maisons d'édition. Et un grand bonhomme italien, un peu oublié, va faire son apparition. Il s'agit de Sino Del Duca. Et vous n'avez pas idée de tout ce qu'il a apporté dans les années 30 à 50 dans le paysage de la BD française. En 1936, il crée le magazine L'Aventureux qui deviendra plus tard L'Audacieux et qui accueilla Batman et Robin dans ses pages. Mais surtout, il s'associera aussi avec la Librairie Moderne. Cela ne vous parle peut-être pas comme maison d'édition, et bien sachez que c'est l'ancien nom de Sage, puis Sage Édition, qui a aujourd'hui disparu, et c'est sans aucun doute l'une des premières à se lancer dans l'aventure. Elle crée 2 revues, Jumbo et Aventure, et c'est dans cette dernière que va apparaître Superman pour la première fois, mais sous le nom de Yordi.
A noter que Sage Éditions détient également les droits du Fantôme qu'elle publie dès 1938. Mais Sino Del Duca ne s'arrête pas là. Grâce à sa maison d'édition, Mondial, oui c'est son nom, Mondial, il veut concurrencer l'excellent journal de Mickey et créer Hurrah qui publiera les aventures de Batman sous le nom du Masque Rouge et Superman, rebaptisé une nouvelle fois en François l'Imbattable, pour des raisons de droit car Superman était aussi édité par Sage. Je viens de vous le dire. Un bordel puisque pendant quelques temps, on retrouvera Superman chez plusieurs maisons d'édition avec des noms différents. Le journal de Spirou va également recevoir les aventures de Superman dans son numéro 9 de 1939. Pour l'occasion, les génies d'édition le rebaptisent en Mark Hercule moderne et Clark Kent devient Mark Costa. Au début des années 40, en plein conflit mondial, la BD tourne au ralenti, mais cela n'empêche pas la vie éphémère de l'hebdomadaire Les Grandes Aventures, qui publiera Batman sous le nom du Justicier et plagiera Superman en créant un titre, L'Homme d'Acier. C'est un périodique particulier né sous le régime de Vichy, son fondateur, que je ne nommerai pas, proche du régime nazi, a essayé de débaucher Sino Del Duca, mais ce dernier évite l'essentiel pour ses propos antifascistes. Il faut rappeler que Sino Del Duca a fui le régime mussolinien d'Italie. En 1942, est créée une nouvelle maison d'édition, Artima, qui est la contraction de Artisan en imagerie. On en parle juste après. En 1946, sort l'hebdomadaire Tarzan, toujours par les éditions mondiales de Sino Del Duca, qui vivra cette année. Cet hebdomadaire est important car il fixe de manière plus régulière les aventures de Batman, rebaptisé pour l'occasion la Chauve-souris. On y retrouve aussi Superman, rebaptisé encore le Surhomme, et pour qui les couleurs du costume sont changées. En 1947, Del Duca sort la revue L'Astucieux, dans laquelle on retrouve également Superman et Batman, dont la série s'appellera Les Ailes Rouges. La même année naît Mon Journal, un périodique très éphémère de la maison d'édition du même nom qui va publier les aventures de Captain Marvel Jr., qui à l'époque n'est pas un comics de chez DC. Cette maison fut fondée par une ancienne résistante, Bernadette Ratier, ainsi que Marcel Navarro et Albin Vistel, qui créeront Lug quelques temps plus tard. Durant cette période, la BD rime avec le Sud et en particulier Lyon, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est la capitale de la France libre durant la guerre, là où la liberté d'expression avait tout son sens, donc forcément il y a beaucoup d'éditeurs. Mais le Nord n'est pas en reste. Artima lance Flash en 1959, mais qui n'est pas dédié aux héros de DC, qui n'arrivera que quelques temps plus tard, et publie Aventure Fiction de 1958 à 1960. Magazine qui comprend de nombreux récits de l'univers DC dans le domaine de l'aventure et de la science-fiction, comme son nom l'indique, mais pas encore de véritables super-héros. Néanmoins, on y verra les œuvres d'un certain Jack Kirby. L'influence des éditions mondiales a dépassé le milieu des comics. On parle quand même du 4e groupe de presse dans les années 50-60. Del Duca a financé des films comme Touchez pas au Grisby, il a créé Télépoche. C'est vraiment exceptionnel son influence dans le milieu des médias français. On ne s'en rend absolument pas compte aujourd'hui, mais il a beaucoup apporté dans l'univers des comics. Et puis à sa mort, dans les années 60, l'entreprise perd peu à peu de sa superbe, cédera sa place à d'autres maisons d'édition dans le domaine des comics, et le groupe sera revendu. Dans les années 60, Artima est racheté par les presses de la cité et devient Aredit Artima puis Aredit tout court. Elle lance une collection de BD en petit format qui perdureront de 1966 à 1984, les Comics Pocket. Au début tournée vers des romans, la collection reprendra quelques héros de l'univers Marvel, mais surtout ceux de chez DC Comics. Sauf Superman et Batman qui appartiennent à Sage qui devient Sage Édition à la fin des années 60. Pour vous donner un exemple, la revue Étrange Aventure publiera les récits de la Doom Patrol, d'Atom ou de Rip Hunter avant de reprendre dans les années 70 les personnages de Marvel comme Doctor Strange ou Hulk. Elle nous fera découvrir également Ghost Rider, les Défenseurs ou encore Warlock. La deuxième série d'aventures fiction verra les aventures d'Adam Strange, Aquaman, Flash ou encore Manhunter appelé le Mutant. Il y en a beaucoup d'autres comme Métamorpho, les Metal Men, Green Lantern. Beaucoup de héros de l'univers d'ici. Des héros de chez Marvel apparaîtront également de manière épisodique comme Namor ou Captain America. De son côté, Sage Édition, à la fin des années 60, continue d'exploiter principalement les aventures de Batman et Superman, mais aussi des héros animaliers américains comme Bugs Bunny. Et puis arrive Fantasque en 1969, Marvel et Strange en 1970 et bien d'autres. Et là, c'est l'explosion populaire. Évidemment, la plupart des fans de comics et de Strange en particulier, qui a marqué plusieurs générations, connaissent la maison d'édition derrière tous ces titres. Lug. Mais Lug n'a pas toujours fait du comics de héros en slip. Historiquement, Lug est né en 1950 à Lyon, Lug venant de Lugdunum, qui est le nom latin de la ville, mais il faut attendre véritablement 1969 pour que la maison d'édition se lance dans le récit de super-héros avec le célèbre magazine Fantasque. Il faut savoir qu'à l'époque, les titres de Marvel pouvaient se trouver en version anglaise dans les librairies internationales de Paris, et du coup, les éditeurs parisiens étaient peu enclins à se lancer dans cette aventure. Ils étaient déjà préoccupés avec leurs problèmes de censure, alors forcément, c'est venu de la capitale des Gaules, mais pas tout de suite. Ah oui, pour toi au fond, qui n'a pas suivi, la capitale des Gaules, c'est pas Paris, c'est le surnom de Lyon. Essaie de te concentrer un peu. Bon, il faut dire que la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence était déjà très alerte, alors au début, les éditeurs français étaient plutôt frileux. Néanmoins, un événement va bousculer un peu les choses. En 1967, sort en effet une énorme anthologie de 480 pages, les chefs-d'œuvre de la bande dessinée.
Et entre Astérix et Tintin apparaissent des héros de la BD américaine. Du coup, Luc se dit, si ça apparaît dans un livre aussi sérieux, pourquoi moi je ne pourrais pas éditer du Spider-Man ou les 4 Fantastiques. Luc va donc acquérir les droits du catalogue Marvel en 1968, du moins en partie, et lance l'éphémère Fantasque. Hélas, la revue est considérée comme nocive par la commission de surveillance. Je vous cite Pierre Morelli, le secrétaire général de l'époque. Cette publication est extrêmement nocive en raison de sa science-fiction terrifiante, de ses combats traumatisants, de ses récits au climat angoissant et assortis de dessins aux couleurs violentes. L'ensemble de ces visions cauchemardesques est néfaste à la sensibilité juvénile. Il faut quand même garder à l'esprit que ces bien-pensants estimaient que les couleurs vives pouvaient abîmer la rétine des jeunes lecteurs. Une autre époque. Heureusement qu'ils ne lisent pas les publications actuelles, je pense que toute cette commission fera un infarctus aujourd'hui. Cela étant, le Scud est lancé et Fantasque ne survivra pas bien longtemps, la revue s'éteindra au numéro 7 de la même année. Selon la légende, Luc avait plus ou moins anticipé cela, Fantasque servant surtout de maître étalon pour la suite. Une sorte de test qui va définir les standards de ce type de publication. Pour publier ces séries, Luc s'adonna à l'autocensure en masse. Son atelier de retouche était chargé de reprendre certaines images avant publication. C'est comme ça que les onomatopées sont supprimées, par exemple, que les femmes sont plus rhabillées, que la dynamique des scènes est retouchée, que les visages sont recolorisés, que les canines sont limées, ou que le surfeur d'argent gagne un slip. Je vous mets un lien vers une vidéo intéressante, allez la voir, vous verrez à quel point les dessinateurs étaient attristés de mutiler les dessins de cette manière. Malgré tout cela et en pratiquant l'autocensure, Luc n'abdique pas et sort l'année suivante de nouvelles revues, Marvel et Strange. D'abord en petit format, Marvel évoluera vers le format classique en couleur, mais ne durera que 13 numéros et s'éteindra en 1971 à cause de la censure. Héritière de Fantasque, la revue diffusait les aventures des 4 Fantastiques, Captain Marvel et d'un certain Spider-Man. Mais la revue phare des années 70 a la longévité énormissime, c'est Strange. Elle aussi est d'abord née en petit format avant de grandir, tous les plus grands héros y passeront, de Spider-Man aux Avengers, en passant par Namor, Daredevil, Rome, la Division Alpha, Deadpool, les aventures solo d'Iron Man, les Défenseurs, le Surfeur d'Argent, Khazar et bien d'autres. Si elle n'est pas la première, cette revue définira la norme en matière de publication de héros américains jusqu'à sa disparition. En complément, et si cela vous intéresse, j'ai réalisé une courte vidéo qui reprend l'intégralité des couvertures et le prix de l'époque. Le lien apparaît en haut à droite. Durant la même décennie, Luc sortira également Special Strange en 1975, revue trimestrielle puis bimestrielle en 1986 et enfin mensuelle en 1995. On y retrouve Spider-Man, les 4 Fantastiques, mais aussi les New Warriors, Daredevil ou encore Génération X. En 1976 débarque Titan, qui mourra en 1998, non dédié à Marvel au début mais qui rectifiera le tir dès son numéro 4, on y retrouve les Nouveaux Mutants, Excalibur, Vision, les Vengeurs de la Côte Ouest, Dazzler, Iron Fist, Warlock et beaucoup d'autres. En 1978 et ce jusqu'en 1996 sort Nova, une revue petit format, reprenant des histoires des 4 Fantastiques et de Spider-Man non publiées dans Strange. Spider-Woman est également à l'honneur, ainsi que Miss Hulk, ou encore un héros que j'adore, Nova. Au début des années 80, c'est clairement Luc, l'acteur dominant du monde des comics publié en France. Les aventures de chez Marvel sont majoritaires car le catalogue est bien géré et il y a une certaine cohérence dans les publications contrairement aux œuvres de chez DC Comics. Ce qui donne un avantage majeur à la maison lyonnaise. Il n'empêche que Aredith et Sage Édition continuent malgré tout de publier des comics car si Luc dispose d'une grande partie du catalogue Marvel, elle n'en a pas l'exclusivité. Ainsi, au fur et à mesure des succès, Aredith publiera des revues spécialisées, généralement des trimestrielles, dédiées à un héros en particulier. C'est le cas de Captain America en 79, Captain Britain en 80, Doctor Strange en 81, Iron Man un peu plus tôt en 80, Hulk dès 79 ou encore Thor en 1983. Les Vengeurs auront un titre en 85 et Aredith publiera quelques titres d'ici. Aredith sortira également Marvel Fanfare tiré de la revue américaine du même nom en 1984 dans laquelle figurent la Veuve Noire, Vision, Captain America, Namor ou Khazar. De son côté, Sage Édition survit également grâce à Batman et Superman jusqu'en 1987. Aredith Artima suivra le même chemin, 2 ans plus tard et disparaîtra. C'est terrible car si vous avez bien noté, ce sont les principales maisons d'édition qui publiait des titres DC Comics qui va marquer un coup d'arrêt et qui prendra du temps à s'en remettre. De son côté, et déjà fort de nombreux titres, Luc lance Strange Special Origin en 1981. La revue se spécialise dans les histoires racontant les origines des super-héros, comme son nom l'indique, et permet à Luc d'éditer d'anciennes histoires qu'elle n'avait pas pu publier par le passé. Le premier numéro est dédié à Hulk. On y retrouve aussi des fiches personnages détachables, il y a eu 67 numéros au total. À la fin des années 80, Luc survit à la crise en étant revendu à Semic, un groupe scandinave qui continuera les revues phares du label et les fera évoluer. Hélas, en 1996, l'entreprise perd la licence Marvel Comics, elle tentera de limiter les dégâts en reprenant les titres d'autres éditeurs américains dans les différentes revues de son catalogue. En effet, dans ces 2 dernières années, Strange publiera les aventures des héros de chez DC Comics et Image Comics. Nova reprend Willstorm, Titan reprend Cyberforce, mais tout s'effondre
et les titres s'arrêtent. Semic sera racheté ensuite par le groupe Tournon, spécialisé dans la presse jeunesse, qui crée la filiale Semic SA. Bon, il est nécessaire de faire une grosse parenthèse sur Strange. Évidemment, la fin du titre est un séisme en France pour bon nombre de fans, même si pour les puristes, la vraie fin se situe avec la perte du catalogue Marvel. Notons d'ailleurs que la couverture du dernier numéro est super bien choisie, on voit Cascade de la série Sovereign 7 en gros plan, la larme à l'œil. Symboliquement, le titre sera repris en 2007 par Organic Comics, mais sans les super-héros Marvel, avec quelques histoires et des articles de fond. Puis, en 2021, la marque sera récupérée par Xavier Fournier, grand connaisseur de l'univers comics, et plus particulièrement Strange. Cette annonce a fait son petit effet évidemment car on parle d'un passionné aux commandes, mais Strange c'était surtout Marvel et sans les droits de la Maison des Idées, malgré la passion et les bonnes idées, ce n'est plus la même revue bien évidemment, qui est définitivement morte en 1998. Donc c'est à ce moment-là que débarque Panini Comics, filiale de Panini qui appartenait alors au groupe Marvel Entertainment et qui récupère en 1997 les droits d'édition du catalogue Marvel pour la France. 5 nouveaux titres sortent, Avengers, Marvel, Silver Surfer, Spider-Man, et X-Men. Au début du XXIe siècle, Semic n'est pas encore mort. Le groupe Tournon exploite le label et crée la collection Semic Book, c'est-à-dire des albums dans lesquels on retrouve divers héros comme Superman, Spawn, Batman ou encore The Authority. Il faut dire que malgré les difficultés, Semic SA tente de percer avec le recrutement d'un nouveau coordinateur, Jean-Marc L'Officier, scénariste et traducteur, grand connaisseur du milieu. Cette cohésion permet de survivre dans un milieu étouffé par Panini Comics. Hélas, la fin du partenariat avec l'éditeur italien Bonelli va sceller le sort de Semic en 2003, qui va perdre pas mal de titres, et en 2004, c'est le coup de grâce puisque l'accord avec DC Comics n'est pas renouvelé. Panini Comics reprend le catalogue DC en 2005 et Semic disparaît progressivement. Alors Semic est aussi l'éditeur d'une parodie que j'adore, Sentai School, de Florence Torta et Philippe Cardona. Une série d'histoires et de sketchs dans l'univers manga avec des références à chaque case et super bien pensées. Je conseille vivement cette parodie, surtout les 3 premiers tomes qui sont excellents. Côté Panini Comics, la société va multiplier les titres en kiosque, Marvel Icons, Marvel Knights, Marvel Saga, X-Men, Spider-Man, Spider-Man Universe, Marvel Heroes, tout cela avec des redémarrages au numéro 1, des changements de héros dans les revues, des changements de nom. J'ai suivi pendant une petite dizaine d'années, mais je ne me retrouvais plus du tout dans ce style de parution, et j'ai lâché la revue en kiosque au début des années 2010, préférant me focaliser sur les albums en librairie. Panini Comics sortira énormément de titres de la Maison des Idées sous cette forme, comme Marvel 1602, une série comptant les aventures de super-héros nés au XVIIe siècle, le célébrissime et culte Marvel Zombie, et puis diverses collections comme Best of Marvel, qui reprend les classiques tels Secret Wars. On a aussi le droit à des gros bouquins Marvel Omnibus, qui verra publier par exemple la saga du clone, une série Spider-Man très controversée. À partir de 2005, Panini Comics multipliera également les titres d'ici à n'en plus finir. On va avoir des revues comme pour Marvel avec DC Heroes, DC Universe et bien d'autres. Pour moi, même si les 2 plus gros catalogues sont dans les mains d'un seul éditeur, c'est un vaste bordel encore une fois. Et la ligne éditoriale d'ici ne prendra pas aussi bien que les aventures des amis de Spider-Man jusqu'à la reprise du catalogue par Urban Comics, filiale du groupe Dargo, qui récupère les droits en 2011. Et à vrai dire, cette reprise de Dargo tombe bien car c'est synchrone avec la relance de l'univers DC par l'éditeur américain. Il faut dire que l'histoire DC Comics est un véritable chaos né de rachats de maisons d'édition diverses. En France, cet environnement bordélique est accentué par des publications chaotiques depuis le début quasiment. Du coup, en 2011, la relance de l'univers DC avec le titre The New 52 arrive à point nommé pour relancer les titres en France. Tout redémarre du numéro 1. Ce nouvel élan cumulé au succès des films Batman de Christopher Nolan démarré quelques années plus tôt, va aider à booster le label. 3 collections sont créées, DC Archive qui reprend les très vieux comics jusqu'en 1985 et qui correspond à la première grosse refonte de l'univers DC et son crossover Crisis on Infinite Earths. On a ensuite DC Classique pour la période 1985-2011 et DC Renaissance pour les titres nouveaux qui sera ensuite remplacé par DC Rebirth pour les titres post-2016. Marvel entre les mains de Panini Comics, DC chez Dargo, vous allez me dire, et le reste? Eh bien, Urban Comics s'est constitué un joli petit catalogue alternatif à Marvel où on peut retrouver de vraies pépites, issues notamment du catalogue Image comme Saga, et quelques œuvres particulières de chez DC sous le label Vertigo comme l'excellent Fable que je vous conseille vivement. Cela étant, l'autre gros éditeur américain, Image Comics, est également représenté chez Delcourt avec 2 gros succès, The Walking Dead et Invincible, et je vous conseille fortement ces 2 séries qui sont terminées. Voilà, j'en ai fini avec cette petite histoire accélérée du super-héros de comics en France. J'espère que cela vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.